Ok, donc on y va. Écoute, merci pour cette introduction. Donc effectivement, on va parler de transfert de contaminants dans le réseau trophique de la Saule commune en estuaire de Seine, donc avec des résultats issus du projet Chopin. En termes de contribution, on a deux unités bordelaises qui ont participé à ce travail, EPOC et EABX, le LBCO d'Ifremer, ainsi que la cellule de suivi du littoral normand et Toxem. Alors, très brièvement, un rappel d'éléments qui ont déjà été présentés par Juliette plus tôt dans la matinée. Donc, Juliette vous a présenté l'importance de la nourricerie estuarienne pour de nombreuses espèces de poissons et les conditions rencontrées par les juvéniles au cours des phases initiales de leur cycle de vie peuvent avoir des implications sur le long terme, notamment en termes de performance des adultes et de fitness de la population. Alors là aussi, un rappel sur la faiblesse relative de la densité juvénile de sol en estuaire de Seine. Et également, second constat, la contamination plus élevée de cet estuaire par rapport à d'autres sites de la façade Manche Atlantique, qui soulève la question de l'impact de la qualité des habitats. Et dans le projet Chopin, nous avons choisi de nous focaliser sur la question du transfert de micropolluants dans le réseau trophique de la Saule, choisi comme espèce emblématique de la fonction de nourricerie estuarienne. Nous avons proposé une approche multi-compartiment, sédiments, benthos, sol. Nous avons souhaité travailler à la fois sur les niveaux et profils de contamination, sur la variation spatio-temporelle et sur les transferts de ces contaminants entre les différents compartiments considérés. Alors, nous avons choisi de travailler spécifiquement sur des composés organohalogénés qui répondent à des critères de persistance, qui sont bioaccumulables, voire bioamplifiables, la bioamplification étant l'augmentation des niveaux de contamination avec la position dans le niveau trophique, des composés qui peuvent également présenter des effets toxiques. Et nous avons proposé une étude comparative associant composés historiques et composés d'intérêt émergents. Donc les composés historiques ici étaient les polychlorobiphényles, les PCB, en tant que composés d'intérêt pour l'estuaire de Seine et référence en termes d'écodynamique, et des composés d'intérêt plus émergents tels que l'hexabromocyclodédécane, HBCDD, et les composés fluoroalkylés de type PFAS, pour lesquels on a des enjeux de connaissance très actuels. Alors ici, un focus très rapide sur les deux familles de contaminants émergents ciblés dans le Chopin. Donc le HBCD d'une part, qui est constitué finalement d'un seul composé avec 3 isomères, qui est un composé qui a été utilisé essentiellement pendant de nombreuses années comme retardateur de flamme, principalement dans les mousses d'isolation thermique et les textiles, composé qui est partiellement réglementé depuis quelques années, qui est lipophile comme les PCB. D'autre part, nous avons les PFAS, donc qui constituent une vaste famille de composés fluoroalkylés avec de très nombreuses applications en tant qu'agents de surface dans les mousses anti-incendie, les textiles, etc. Ils sont réglementés depuis plus récemment, mais très partiellement, puisque seuls 2 composés sont concernés par la réglementation. Et ici, on a des composés avec des propriétés assez différentes des PCB et des HBCD. On a des composés qui sont amphiphiles, donc à la fois hydrophobes et hydrophiles. Alors, je passe directement aux résultats, en commençant par le compartiment sédimentaire. Donc, une hypothèse qu'on avait posée initialement, c'était celle de la sectorisation, la spatialisation de la contamination. Et nous avions prédéfini 3 secteurs qui sont représentés ici, fosse nord, fosse sud et embouchure, avec quelques points orange issus du programme HQFISH, du projet HQFISH. Alors, vous avez ici un résumé très synthétique des résultats obtenus sur le sédiment. Avec, comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, ici, des niveaux de PCB très largement supérieurs au niveau de composés fluoroalkylés ou d'HBCDD. Ces niveaux de PCB sont cohérents avec des observations récentes sur la Seine et supérieurs à ce qu'on peut observer en Gironde. Dans le cas des PFAS et du HBCD, on a par contre des niveaux qui sont du même ordre de grandeur qu'en Gironde, ce n'était pas forcément un résultat attendu. Ce qu'on a observé, c'est une très forte hétérogénéité de la contamination du sédiment entre sites au sein d'un même secteur. Et du coup, une absence de gradient spatial significatif, même si globalement, le secteur fosse nord semblait plus contaminé. On a également mis en évidence des variations temporelles plus marquées pour le secteur sud. Et en termes de profil moléculaire, on a quelque chose qui est assez classique d'une manière générale, avec pour les PCB une prédominance du PCB 153, du gamma HBCDD, et pour les PFAS, prédominance générale de l'isomère linéaire du PFOS, même si sur certains sites, notamment à proximité de l'avant-port du Havre ou à l'aval de l'agglomération de Rouen, on peut observer un profil moléculaire singulier pour les PFAS, sans doute en lien avec des sources ponctuelles. Alors, une analyse en composantes principales nous a permis de montrer l'anticorrélation entre PFAS et composés hydrophobes, très certainement un lien composé,
mais aussi potentiellement en lien avec la temporalité des usages. On observe un patron spatial avec finalement un secteur nord regroupant la fosse nord et certains points de l'embouchure qui semble se distinguer d'un secteur sud. Donc l'hypothèse qu'on a faite quand on a rédigé le rapport final Chopin, mais ça reste un point à discuter, c'est celle d'un lien avec le fonctionnement hydrosédimentaire de l'estuaire et une influence fluviale plus marquée dans le secteur nord. Hypothèse qui est ici soutenue par les observations qu'on a pu faire sur les rapports isotopiques du carbone qui vont dans le même sens. Alors je passe maintenant aux résultats obtenus sur le benthos. Alors donc le choix des espèces, on l'avait déjà présenté précédemment, c'est basé finalement sur les connaissances disponibles dans la littérature et sur l'analyse des contenus stomacaux de juvéniles de sol. Et ce dernier point était particulièrement crucial pour les tout jeunes G0 prélevés au printemps. On n'avait pas de données dans la littérature. Donc ce qu'on a pu observer, c'est des niveaux de contamination globalement plus élevés pour les PCB aussi, comme pour le sédiment, significativement différents entre taxons, mais extrêmement variables entre espèces au sein d'un même taxon, comme vous pouvez voir ici par exemple pour les PCB. Dans le cas du HBCD, et c'est la seule famille pour laquelle on a pu faire ça, on a mis en évidence un effet du monde de l'alimentation avec une contamination globalement plus élevée pour les organismes de type suspensivore. On retrouve également une tendance, mais qui n'est pas significative au vu de la variabilité qu'on observe, mais en tout cas qui suggère qu'on puisse avoir une contamination plus élevée en fosse nord, avec un lien potentiel avec la contamination des sédiments. Et on n'a pas pu mettre en évidence d'effets saisonniers. De toute façon, on avait seulement 2 campagnes. C'était pas l'objet du projet. Je passe maintenant aux résultats expérimentaux sur les sols. Donc, en termes de stratégie d'échantillonnage, on a suivi 2 cohortes en démarrant notre suivi en juin avec la collecte d'échantillons de sol G0 quelques semaines après le recrutement, donc de taille extrêmement réduite, et on est allé jusqu'au G2, donc des individus subadultes. Le régime alimentaire de ces individus a été appréhendé via l'analyse de contenus stomacaux, comme j'ai déjà dit, et via l'analyse des isotopes stables du carbone et de l'azote. Alors, en termes d'isotopie du carbone, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est une différence entre les G2 et les autres classes d'âge, certainement en lien avec le secteur de pêche, puisque les G2 ont été prélevés sur une zone plus externe dans le secteur d'Octeville. En termes d'isotopes de l'azote, ce qu'on a pu voir, c'est une augmentation du rapport azote 15, azote 14, qui pour nous va être un proxy de la position trophique. On a observé cette augmentation chez les G0 à l'échelle de quelques mois, entre le printemps et l'automne, mais ensuite pas de différence entre G0, G1 et G2. Et l'ensemble de ces éléments nous ont conduit à penser que finalement ces juvéniles, aux différentes classes d'âge, exploitaient des ressources trophiques différentes. Voici ici quelques résultats de la contamination de ces juvéniles de sol, avec des teneurs qui sont exprimées en nanogrammes par gramme de poids sec ou en picogrammes par gramme de poids sec pour le HBCD. Ce qu'on peut voir, c'est que, comme pour les autres compartiments, on a des composés recherchés qui sont ubiquistes, mais à des niveaux globalement inférieurs à ceux observés en Gironde. Alors ça, c'était vraiment pas un résultat attendu. Ce qu'on a constaté pour les PCB, ici, si vous regardez les différentes classes d'âge, et le HBCD, donc les 2 familles de composés hydrophobes, c'est qu'on a globalement une augmentation des niveaux de contamination avec l'âge, tandis que pour les PFAS, ici en bas, on a une diminution des niveaux de contamination avec l'âge, en lien avec la dilution par la croissance et l'excrétion des contaminants cibles. Juste un petit focus ici sur le PFOS qui a été le premier PFAS réglementé, le seul pour lequel on a une norme de qualité environnementale BIOT dans la DCE. On a un dépassement de l'ordre de 30% finalement de cette NQE BIOT dans l'estuaire, dans la partie aval de l'estuaire. Et pour revenir sur la spatialisation, donc ça, cet exercice on l'a fait seulement pour les G0. Le secteur fosse nord ici semble plus contaminé, mais là encore c'est non significatif du fait de la variabilité interindividuelle. Alors l'autre point sur lequel on voulait travailler dans Chopin, c'était l'étude des transferts de contaminants dans le réseau trophique de la sole. Donc en première approche, sur la base des données expérimentales, on a calculé 2 descripteurs de la bioamplification. Donc d'une part, le facteur de bioamplification, le BMF, qui correspond à l'augmentation des niveaux de contamination entre 2 niveaux trophiques, donc une proie et son prédateur. Et on a également calculé le facteur d'amplification trophique, le TMF, qui lui est déterminé par régression sur l'ensemble du réseau trophique, en tout cas sur l'ensemble des maillons considérés, et qui, d'une certaine manière, correspond à un BMF moyenné sur l'ensemble du réseau.
Et donc, dans les deux cas, une valeur supérieure à 1 suggère la bioamplification pour le composé ciblé. Alors, première illustration, le BMF. Donc ici, ce qui est présenté, c'est un BMF moyen pondéré par l'importance relative de chacune des proies dans le régime alimentaire de G0. Donc ce régime alimentaire est illustré ici. Et vous avez ici en bleu les BMF calculés pour les PCB, HBCD et un certain nombre de PFAS. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des BMF qui sont supérieurs à 1 pour la plupart des composés, sauf pour le HBCD. Là, c'est lié à la biotransformation, la bioisomérisation. C'est une approche qui est relativement simple à mettre en œuvre, qui est intéressante dans une approche de poids d'évidence, qui apporte des éléments, mais qui est extrêmement dépendante à la nature des proies considérées. Je n'ai pas illustré ici la variabilité des BMF, mais vous trouverez ça dans le rapport Chopin si ça vous intéresse. Donc, on a également proposé l'approche TMF, qui est plus intégratrice. Qu'on peut voir pour les PCB, c'est qu'on a des résultats qui sont globalement proches de 1, mais plutôt inférieurs à 1, ce qui est plutôt une surprise parce que les PCB sont considérés comme des composés bioamplifiables. Il y a quand même de nombreux éléments dans la littérature. Et notre hypothèse ici, c'est que ces faibles valeurs de TMF seraient liées à une faible amplitude de niveau trophique entre ligne de base et sol, qui est notre prédateur supérieur ici, et également potentiellement liées à la contamination élevée des bivalves qu'on a pu observer en estuaire de Seine, bivalves qui sont ici placés à la base du réseau trophique. Dans le cas du HBCD, ici, on n'a pas de bioamplification, donc on n'avait pas d'a priori sur les résultats auxquels on s'attendait, puisque dans la littérature, on voit qu'on a des TMF qui sont extrêmement variables pour ces composés, suivant les écosystèmes considérés. En revanche, pour les PFAS, donc sur la partie droite ici de la figure, donc pour tous les composés considérés comme bioaccumulables, on a un TMF supérieur à 1, et là, c'est complètement cohérent avec les résultats obtenus dans le cadre de projets précédents sur la Gironde. Et donc, d'une certaine manière, on a une petite discordance entre BMF et TMF, ces deux descripteurs de la bioamplification, qui suggèrent le rôle clé du régime alimentaire et sa variabilité, et ce qui nous a amené à mettre en œuvre des approches de modélisation. Alors, le cadre de modélisation qui a été choisi, il est présenté de façon succincte ici. Tout d'abord, il repose sur un modèle de type DEB, donc une modélisation du flux énergétique à l'échelle individuelle, qui nous permet de prédire des fonctions de type croissance ou maturation sexuelle en lien avec les variables environnementales. Pardon, j'ai perdu ma souris. Donc modélisation à l'échelle individuelle, mais dont les résultats peuvent être injectés dans des modèles à une autre échelle, à l'échelle populationnelle. Donc ça a été évoqué par Juliette ce matin, et Jérémy Laubry fera un focus sur les aspects modélisation cet après-midi. Ce type d'approche permet également de travailler finalement sur l'impact des conditions environnementales sur la bioaccumulation des contaminants. Mais pour ça, on est obligé de rajouter un module toxicocinétique, donc TK ici. Donc on a un couplage de modèles DEP-TK, l'aspect toxicocinétique permettant ici de simuler le devenir des contaminants dans les individus. Donc en termes de résultats, on a choisi de vous présenter quelques sorties. Par exemple ici, les prédictions de croissance. Donc, ils sont illustrés ici avec la prédiction de la longueur et l'adéquation avec les mesures. Donc, on a de bons résultats à la fois pour la longueur et pour la masse. C'est-à-dire qu'on a relativement bien prédit l'ingestion de nourriture et donc l'ingestion de contaminants par voie trophique. Et ce que les résultats ont montré également, qui n'est pas illustré ici, c'est la sensibilité des sorties du modèle aux variations de densité énergétique et de disponibilité en nourriture. Alors, ce modèle DEP-TK, il a également été utilisé pour prédire la contamination des individus. Donc ici, avec des quantités, l'exemple qu'on a choisi, c'est les quantités des quantités de PCB 153 en nanogrammes par individu. Et donc on a des prédictions pour un individu moyen, et ensuite on a une distribution. Donc c'est ce que vous voyez avec l'enveloppe qui est représentée sur chacun des graphes, pour tenir compte de la variabilité du régime alimentaire et de la variabilité de la contamination des proies. Et donc globalement, on a un bon accord entre les prédictions du modèle et les mesures, avec une erreur moyenne qui est inférieure à 40%. Pour les deux composés modèles qui ont été retenus dans cette approche de modélisation, donc le PCB 153 et l'isomère linéaire du PFOS. Ce que les résultats ont montré, c'est qu'il était nécessaire de raffiner le modèle pour l'HBCD, pour tenir compte de la biotransformation, et qu'il était également nécessaire de mieux couvrir le régime alimentaire des G0, en particulier sur les stades de vie les plus précoces, pour réduire les incertitudes. Et donc, une conclusion forte de ce travail de modélisation, c'est que finalement, ce modèle DEP-TK, il a pu être employé successivement sur la Gironde et sur la Seine avec succès, ce qui souligne sa robustesse, excusez-moi.
ce qui souligne sa robustesse et son intérêt. Alors, la dernière illustration des sorties du modèle, c'est la prédiction de la bioamplification. Donc ici, on voit l'évolution temporelle des facteurs de bioamplification, donc BMF, en haut pour le PCB 153, en bas pour le PFOS, en fonction de la croissance, des changements de régime alimentaire et de la variabilité des contaminations des proies. Donc c'est ce qui est toujours représenté par enveloppe. Et donc voilà, ce qu'on voit ici, finalement, cette variabilité sous à nouveau l'importance des hypothèses qui sont faites sur le régime alimentaire. Donc pour conclure cette présentation, donc les travaux réalisés dans le cadre de Chopin pour ce volet-là ont permis de mettre en évidence le caractère ubiquiste des composés recherchés dans la zone aval de l'estuaire. Pour deux familles de composés, il s'agissait des premières données dans les invertébrés et les sols. Les résultats suggèrent une contamination plus importante du secteur FOS-Nord. Nous avons également montré la très forte variabilité de la contamination du benthos, l'évolution des niveaux de profil de contamination chez les sols qui varient en fonction des propriétés physico-chimiques des composés. Donc une augmentation pour les composés lipophiles et une diminution pour les composés de type fluoroalkylé. Nous avons déterminé différentes métriques de la bioamplification avec des résultats qui restent délicats à interpréter pour un certain nombre de composés. Et finalement, nous avons mis en œuvre une approche d'EPTK pour tenir compte de la variabilité des apports en contamination via l'alimentation. Pour terminer, quelques perspectives, donc une liste pas exhaustive. Il nous semblerait pertinent de travailler sur la variabilité spatio-temporelle des apports de contaminants et sur la contamination du sédiment de surface, peut-être dans le contexte de la zone atelier Seine. Il nous semble qu'il serait très intéressant de travailler sur l'estimation du potentiel de bioaccessibilité des micropolluants associés aux sédiments pour avoir un caractère plus prédictif du transfert du sédiment au benthos et pour proposer une aide à l'interprétation de ces transferts. Sur le volet modélisation, pour les aspects DEB, TK, il nous semblerait très judicieux de tester de nouveaux scénarios, notamment en termes de température, de disponibilité des proies ou de sources de contamination, et d'appliquer ce modèle à d'autres composés d'intérêt. Et enfin, une perspective un petit peu plus long terme, court-moyen terme, résiderait à développer un modèle de type DEBTOX qui permet de prédire une fonction de stress liée au niveau de contamination internalisée par les juvéniles de sol, fonction qui peut être appliquée ensuite à différentes fonctions biologiques, voire à des probabilités de survie. Et là, ça permet directement un changement d'échelle pour passer de l'échelle individuelle à l'échelle de la population. Et sur ce, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été clair et pouvoir répondre à vos questions. Merci.